Dans les profondeurs de la savane ouest-africaine, là où les acacias dansent sous le vent et les tambours résonnent au coucher du soleil, se trouvait le petit village de Kounkan. Un village si reculé qu'aucune route goudronnée n'y conduisait, et où les histoires se transmettaient encore autour du feu, sous les étoiles. C'est dans ce coin perdu, baigné de poussière rouge et d'espoir, qu'un bébé fut trouvé, un soir d'orage, abandonné sous un baobab sacré. Les anciens, croyant à un signe des ancêtres, le nommèrent Bakari, ce qui signifie celui qui survit à tout. Bakari n'avait ni mère, ni père, ni explication. Il grandit chez une vieille veuve nommée Mamouna, connue pour sa langue acérée mais son cœur en or. Elle l'éleva comme elle pouvait, entre chants d'arachides, prières du matin et contes sous la lune. Mais au village, être orphelin, c'était porter un poids invisible. Les autres enfants l'évitaient, chuchotant qu'il était né de la sorcellerie ou de la honte. À l'âge de 7 ans, Bakari montrait déjà un esprit vif et des yeux plus malins que ceux de bien des adultes. Il posait des questions que personne n'osait poser. Pourquoi les pauvres restent pauvres? Pourquoi on n'a jamais d'électricité ici? Pourquoi les écoles ferment quand il pleut? Mais dans ce monde d'injustice crue, l'intelligence d'un enfant pauvre est souvent perçue comme une menace. Un jour, alors que la saison sèche frappait durement le village, la famine commença à gronder. Les greniers étaient vides. Mamouna, malade et affamée, ne pouvait plus subvenir à ses besoins, encore moins à ceux de Bakari. Le désespoir s'installa comme une ombre sur le seuil. C'est alors qu'un homme apparut. Il venait de la ville, vêtu d'un boubou propre, conduisant une moto rutilante. Il proposa un marché abject, mais que la misère rendit tentant. « Donne-moi l'enfant. Il travaillera en ville. En échange, je t'apporte un sac de riz. Un gros, de 30 kilos. » Mamouna, entre la faim et la honte, versa des larmes salées. Bakari, silencieux, comprit qu'un tournant décisif s'approchait. Ce soir-là, il fut vendu pour un sac de riz. Le voyage vers la ville fut long, chaotique et silencieux. Bakari était assis à l'arrière de la moto, agrippé au sac du commerçant nommé Tonton Gora, un homme au sourire aussi large que faux, qui sentait le tabac froid et la trahison. Ils roulèrent pendant des heures sur des pistes poussiéreuses, traversant des hameaux, des champs secs et des regards curieux. À l'entrée de Doumbia, une ville marchande bouillonnante de klaxons, de marchés colorés, de bruits et d'odeurs enivrantes de poissons fumés, Tonton Gora déclara: « Tu vas vivre ici maintenant. Tu travailles, tu manges, tu désobéis, tu dors dehors. » Compris? Bakari hocha la tête. Il n'avait pas le choix. Il fut conduit dans une cour délabrée, aux murs fissurés et au sol jonché de déchets. D'autres enfants y vivaient. Des garçons maigres, sales, les regards éteints. Tous esclaves silencieux, coincés dans le piège de la pauvreté. Le rôle de Bakari était clair. Réveil à 4 heures, aller chercher de l'eau, balayer, piler le mil, porter des sacs de riz au marché, rester debout toute la journée pour vanter les produits de Gora sous un soleil impitoyable. Il ne reçut ni salaire, ni éducation. Juste un bol de thau tiède chaque soir, et parfois un morceau de poisson séché les bons jours. Mais ce que Gora ne savait pas, c'est que Bakari, malgré les coups, la faim et la fatigue, retenait tout. Il observait. Il écoutait. Il apprenait. Il mémorisait les prix, les négociations, les habitudes des clients. Il devint rapidement le meilleur vendeur du marché, attirant la clientèle avec des phrases pleines d'esprit. « Achetez ici, c'est béni. Même les grains de riz vous remercieront. » Gora, avide, s'enrichissait grâce à lui. Mais il ne voyait pas que derrière les yeux silencieux de Bakari naissait un rêve. Sortir de cet enfer et bâtir un empire. Les mois passaient. Les saisons se succédaient. Bakari, maintenant âgé de 9 ans, était devenu l'ombre agile du marché de Doumbia. Il savait flairer un bon client avant même que celui-ci ne parle. Il courait, vendait, souriait et obéissait extérieurement. Mais à l'intérieur, une rébellion silencieuse grandissait, celle de l'esprit. Un soir, alors que tous les enfants s'endormaient de fatigue sur des nattes effilochées, Bakari se glissa hors de la cour de Tonton Gora. Il suivit une lumière vacillante aperçue plus tôt, dans une ruelle poussiéreuse. Elle provenait d'une petite maison de fortune où vivait un vieil homme surnommé Karamoko Sédou, un ancien instituteur devenu réparateur de radio. Karamoko était seul, presque oublié du monde. Et dans son humble demeure, il possédait ce que Bakari n'avait jamais vu, des livres. Des dizaines. Poussiéreux, déchirés parfois, mais remplis de monde, de savoir, de cartes et de mots puissants. Lorsque Bakari entra timidement, Karamoko ne cria pas. Il leva les yeux, le fixa, et dit: « Tu as les yeux d'un garçon qui a faim, mais pas de nourriture. » À partir de ce jour, chaque nuit, pendant que les autres dormaient, Bakari volait des heures au sommeil pour apprendre. Il lisait tout,
La géographie, le commerce, les proverbes africains, l'histoire des grandes fortunes, les fables, les stratégies de marché. Karamoko lui enseigna à lire, à compter, à raisonner, et surtout à rêver au-delà de la poussière du marché. Un soir, après avoir terminé un vieux manuel de commerce, Bakary déclara avec assurance: « Un jour, j'achèterai ce marché. Et je ferai en sorte qu'aucun enfant n'y travaille comme moi. » Karamoko sourit, les larmes aux yeux. Il n'avait jamais entendu un enfant parler ainsi. « Alors retiens bien ceci, Bakary. Le savoir, c'est la machette qui te libère dans la brousse de la vie. » À 10 ans, Bakary avait déjà l'allure d'un jeune adulte. Maigre, vif, toujours en mouvement, avec un regard perçant qui lisait dans les intentions comme d'autres lisent dans un livre ouvert. Chaque jour, il jonglait entre ses corvées au marché et ses leçons clandestines chez Karamoko Sédou. Un matin, alors qu'il transportait un sac de riz pour un client, il surprit une conversation entre deux commerçants étrangers, l'un venant du Ghana, l'autre du Nigeria. Ils parlaient d'une pénurie de maïs dans leur pays, ce qui faisait grimper les prix. Cette discussion déclencha un déclic chez Bakary. Le soir même, il posa une question à Karamoko. « Pourquoi ici, on vend toujours les mêmes choses au même prix alors que là-bas, c'est plus cher ?» Le vieux sage répondit calmement. « Parce qu'ici, on vend pour survivre. Là-bas, ils achètent pour multiplier. » Cette phrase fut une graine. Avec les rares pièces qu'il recevait en cachette de certains clients généreux, Bakary commença à acheter de petites quantités de maïs à bas prix dans un village voisin. Puis, grâce à un contact de Karamoko, il trouva un petit transporteur prêt à l'aider à envoyer la marchandise de l'autre côté de la frontière. Son tout premier business, monté sans que Tonton Gora le sache, lui rapporta 5 fois la mise. C'était peu, mais pour Bakary, ce fut un choc. Alors, c'est possible? Il recommença. 2 fois. 3 fois. Chaque fois avec prudence. Chaque fois en apprenant les rouages du commerce transfrontalier, les astuces de négociation, les pièges à éviter. Il utilisait des noms fictifs, des petits intermédiaires, et cachait ses bénéfices. Karamoko, qui suivait tout, lui dit un jour: « Tu es comme la pluie fine. Discrète, mais capable de nourrir la terre entière si elle tombe assez longtemps. » Mais dans l'ombre, Tonton Gora commençait à remarquer quelque chose. Le petit orphelin n'était plus aussi brisé qu'avant. Il marchait avec une assurance étrange. Il murmurait des chiffres en dormant. Il parlait aux étrangers comme un adulte. Et dans le cœur de Gora, une peur sourde naquit. Cet enfant, il mijote quelque chose. Les affaires secrètes de Bakary prospéraient, goutte après goutte, comme un ruisseau qui deviendrait fleuve. Il était désormais âgé de 11 ans, et même si ses habits restaient râpés et ses pieds nus, son esprit brillait d'une maturité que nul ne pouvait ignorer. Mais les petits succès finissent toujours par faire du bruit, même dans les ruelles les plus discrètes. Un après-midi étouffant, alors que Bakary revenait du marché les bras vides, Gora l'attendait. Les bras croisés, le visage fermé. « Tu crois que je ne vois rien? Tu crois que tu peux trafiquer dans mon dos ?» Il l'attrapa violemment par le col. « Tu crois que tu vas devenir riche, hein? Petit esclave. » Il avait découvert l'un des sacs de riz que Bakary avait échangé et caché dans un hangar voisin. Pour Gora, ce n'était pas une rébellion, c'était un affront personnel. La punition fut brutale. Ce soir-là, Bakary fut battu, enfermé sans eau ni nourriture. Gora lui jeta au visage. « Tu n'es rien. Tu resteras rien. Et si tu recommences, je te vends plus loin. Chez les pêcheurs du Nord. Là-bas, ils te feront disparaître dans l'eau comme un caillou. » Bakary resta silencieux. Pas par peur, mais parce qu'il comprit que son heure de fuir était venue. Cette nuit-là, alors que la pluie tambourinait sur les tôles, il se leva lentement. Les coups sur son dos lui faisaient mal, mais son esprit était clair. Il glissa dehors, se faufila entre les ruelles inondées, jusqu'à la cabane de Karamoko Sédou. Le vieil homme n'était pas surpris. Il l'attendait. Il lui tendit un vieux sac de voyage, des habits secs, et une petite enveloppe contenant les quelques économies que Bakary avait mises de côté chez lui. « Va, mon fils. Tu ne peux plus rester ici. Va vers le sud. Là où le fleuve se jette dans la mer. Là-bas, ton destin t'attend. » Bakary serra l'homme dans ses bras, les larmes coulant librement pour la première fois depuis des années. « Je reviendrai, Karamoko, et je te construirai une maison plus grande que ce village tout entier. » Puis il disparut dans la nuit, en direction du sud, son cœur battant comme un tambour de guerre. Le trajet vers le sud fut long et périlleux. Pendant des jours, Bakary marcha, dormait dans les greniers abandonnés, buvait de l'eau des rivières et offrait ses bras aux petits vendeurs en échange d'un repas. Son seul bagage, un vieux sac, quelques pièces et un rêve trop grand pour son âge. Enfin, il arriva à Kounfalé,
Un grand port commercial où les odeurs de poissons séchés, d'huile et de gazole se mêlaient dans l'air lourd. C'était un monde nouveau. Des cargos géants, des cris en plusieurs langues, des grues qui dansaient au-dessus des conteneurs rouillés. Ici, personne ne connaissait son nom. Ici, tout pouvait recommencer. Bakary trouva refuge dans une vieille pirogue échouée près des quais. C'est là qu'il fit la rencontre de Souleymane, un ancien docker devenu réparateur de moteurs. L'homme avait perdu une jambe dans un accident de travail, mais pas son cœur. Il prit pitié de l'enfant affamé et le fit travailler dans son atelier, en échange d'un bol de riz et d'un coin pour dormir. Sous l'œil attentif de Souleymane, Bakary apprit encore à manier les outils, à réparer les générateurs, à comprendre les mécaniques des moteurs de pirogue et surtout, à écouter les histoires des marins étrangers. Car dans chaque conversation, Bakary ne cherchait pas des mots, mais des opportunités. Un jour, il entendit 2 Libériens parler d'un certain produit très demandé dans leur pays. Le charbon de bois comprimé, plus propre, plus rentable et rare sur leurs côtes. Ils sont prêts à l'acheter 10 fois le prix normal, disait l'un. C'était tout ce qu'il fallait. Le soir même, Bakary traça un plan sur un carton sale. Il savait où trouver du charbon, connaissait maintenant des transporteurs, et surtout, il avait un allié, Souleymane, qui croyait en lui. « Petit, tu n'es pas né pour pousser des brouettes, dit-il en riant. Tu es né pour en posséder 1000. » Ils scellèrent un accord. Souleymane fournirait les contacts logistiques, Bakary s'occuperait de l'achat et de la négociation. Ce fut le début de la deuxième affaire de Bakary. Une cargaison modeste, mais qui, en moins d'un mois, doubla son capital. Le premier envoi de charbon comprimé à Monrovia, via un vieux bateau de pêche affrété grâce à Souleymane, fut un succès inattendu. Les acheteurs libériens rappelèrent aussitôt. On en veut plus. Beaucoup plus. Et on paie comptant. Bakary, maintenant âgé de 12 ans, n'avait pas encore de compte bancaire, pas de papier, pas de titre officiel. Mais il avait la confiance de ceux qui travaillaient dur et un talent rare, celui de lire les flux invisibles du commerce comme d'autres lisent les nuages. Il organisa rapidement une deuxième livraison, cette fois plus grande. Il utilisa les quelques économies accumulées, obtint du crédit informel auprès de fournisseurs de charbon qui l'avaient impressionné par sa maturité. Il savait négocier sans arrogance, convaincre sans mentir. Le profit tripla. Le nom de Bakary, ce petit garçon toujours pieds nus, circulait dans les coulisses du port. Ce gamin, il achète comme un commerçant, il pense comme un banquier. Avec ses premiers bénéfices solides, Bakary prit une décision symbolique. Il acheta des chaussures neuves. Pas pour paraître riche, non. Mais parce que marcher sans protection, c'était appartenir à l'ancienne vie. C'était aussi ce jour-là qu'il ouvrit son premier carnet de comptes, qu'il remplit méthodiquement avec un vieux stylo offert par Karamoko. À chaque page, il inscrivait « Objectif, liberté. Oubliez, jamais ». Mais il savait que le succès attire autant les vautours que les louanges. Certains commerçants plus âgés, dérangés par cette ascension fulgurante, commencèrent à parler. Un enfant comme ça, il doit voler. Ou pratiquer la sorcellerie. Un soir, Bakary fut accosté par 3 hommes dans une ruelle. Ils voulaient lui voler sa petite caisse. Il se défendit, fut blessé au bras, et s'échappa de justesse en se réfugiant dans un conteneur vide. Souleymane le soigna sans dire un mot. Puis, lui tendant une liasse de billets. « Va t'acheter un portable et un enregistreur. Il est temps que tu passes à un autre niveau, petit. Tu ne peux plus marcher seul dans l'ombre. Maintenant, tu dois marcher avec stratégie. » Ce soir-là, en fixant les lumières du port depuis la pirogue échouée qui lui servait d'abri, Bakary se fit une promesse. « Je ne serai plus jamais une proie. À partir d'aujourd'hui, je serai le chasseur. » L'année de ses 13 ans, Bakary n'était plus un enfant errant. Il n'était pas encore un homme aux yeux du monde, mais dans les cercles du port de Kounfalé, on ne le traitait plus comme un petit. Il portait maintenant une chemise propre, un téléphone d'occasion, et il parlait avec assurance face aux clients étrangers. Il avait développé un carnet de contacts fiables, tenait ses promesses de livraison à la minute près, et offrait un produit de qualité à un prix défiant la concurrence. Bref, il devenait indispensable. C'est alors qu'un événement inattendu changea le rythme. Lors d'une visite dans un centre de commerce maritime, il croisa Madame Aïssatou Diène, une femme d'affaires sénégalaise installée à Abidjan, en quête de jeunes entrepreneurs capables d'assurer des livraisons de produits locaux à l'international. Elle avait entendu parler de ce jeune génie du charbon. « C'est toi, Bakary, tu ne ressembles pas à un négociant, mais tu parles comme un investisseur. C'est parce que je n'ai pas le luxe de perdre du temps, madame. J'ai trop vu la misère pour échouer doucement. » Touchée, curieuse et impressionnée, Aïssatou lui proposa une collaboration simple mais sérieuse. Un premier contrat écrit, légal, signé.
Bakary n'avait jamais signé de contrat. Il n'avait même pas d'état civil. Mais Aïssatou, bienveillante, l'aida à obtenir une pièce d'identité provisoire, à ouvrir un compte bancaire et à créer une micro-entreprise locale sous le nom BAC Export. Le contrat portait sur 10 tonnes de charbon compressé livré en 3 semaines à un port privé à Abidjan. Bakary n'avait jamais géré autant de volume. Mais il accepta le défi. Il travailla jour et nuit, engagea d'anciens camarades du port, paya chaque transporteur avec rigueur, inspecta lui-même chaque sac et livra avec 2 jours d'avance. Le paiement fut immédiat. Et pour la première fois de sa vie, Bakary vit un virement bancaire avec son nom écrit en majuscule. Montant, 1 500 000 francs CFA. Il rentra ce soir-là à pied, sous la pluie, le cœur lourd d'émotion. Non pas pour l'argent, mais pour ce que cela représentait. Il n'était plus un enfant vendu pour un sac de riz. Il était un entrepreneur payé pour son sac. À 14 ans, Bakary dirigeait désormais 4 jeunes équipes spécialisées dans la collecte, le conditionnement et le transport du charbon compressé. Ses affaires s'étendaient de Kounfalé à Abidjan, avec des points relais à Sassandra et San Pedro. Grâce à l'aide d'Aïssatou, il suivait des cours de comptabilité à distance, apprenait l'anglais et consultait des manuels de stratégie commerciale entre 2 livraisons. Il lisait aussi des biographies de millionnaires africains, Aliko Dangote, Strive Maziwa, Mo Ibrahim, et traçait mentalement son propre parcours, pierre par pierre. Mais plus on monte, plus l'air devient rare. Et les vieux démons ne dorment jamais. Un jour, dans une file d'attente administrative pour renouveler un certificat de transport, une voix familière déchira le fil du temps. « Bakary, c'est bien toi ?» Il se retourna lentement. Tonton Gora. Plus vieux, plus maigre. Mais ses yeux avaient conservé la même cruauté glaciale. Il avait entendu parler d'un petit garçon devenu commerçant au port et avait remonté les pistes. Il venait pour une seule chose, revendiquer son dû. « Tu es mon esclave. Tu m'as été vendu. Tout ce que tu possèdes, c'est grâce à moi. Tu me dois ta fortune. » Bakary le fixa, sans colère. Seulement avec un calme dangereux. « Ce que tu m'as donné, c'est la haine. Et regarde ce que j'en ai fait. » Mais Gora ne comptait pas abandonner. Il se rendit dans plusieurs postes de police, fit valoir sa propriété de l'époque avec des faux papiers. Il parla aux douaniers, aux transporteurs, tenta d'intimider les partenaires de Bakary. Le passé voulait rattraper l'enfant devenu stratège. Alors Bakary prit une autre décision cruciale. Avec l'aide d'Aïssatou et de Souleymane, il réunit tous les documents, témoins et preuves de son parcours. Il déposa une plainte officielle pour exploitation illégale d'enfants. Le procès, local mais symbolique, fut tenu dans une salle poussiéreuse du tribunal régional. Et ce jour-là, devant la foule, le juge prononça « Tonton Gora, vous êtes condamné à 2 ans de prison ferme pour traite d'enfants, travail forcé et menaces. Quant à Bakary Sori, il est déclaré libre, citoyen et propriétaire légitime de ses biens. » Bakary ne sourit pas. Il tourna les talons, sans même regarder Gora une dernière fois. Dans son cœur, une page était tournée. Il était libre. Vraiment. La liberté légale était plus qu'un soulagement pour Bakary. C'était un acte fondateur, une reconnaissance de son droit d'exister en tant qu'homme, en tant que bâtisseur, en tant qu'entrepreneur. Mais il ne comptait pas s'arrêter à survivre. Il voulait créer un empire. Il réunit ses premiers collaborateurs, jeunes et affamés de changement comme lui. Fanta, l'ex-vendeuse de beignets devenue experte en gestion de stock. Daouda, ancien portefaix avec un talent caché pour la logistique. Kouamé, adolescent rusé qui savait coder et pirater des logiciels de comptabilité sur son téléphone. Autour de lui, une équipe soudée, qui n'avait pas de diplôme, mais une rage de vaincre et un sens de la débrouille affûté. Ensemble, ils montèrent BAK Industries, une petite société enregistrée officiellement, dédiée non plus seulement au charbon, mais à l'import-export de produits éco-responsables africains. Charbon propre, savon à base de karité, noix de cajou grillées, et bientôt, des produits numériques développés localement. Bakary investit dans un dépôt moderne, fit livrer des balances digitales, développa une petite appli de commande en ligne, et surtout, il forma son équipe comme on forme une armée. Il savait que le monde allait vite. Il fallait professionnaliser la débrouillardise. À 15 ans, il avait déjà signé un partenariat avec une PME en Afrique du Sud. Il fit son premier voyage en avion, les mains moites, mais le regard droit. À Johannesburg, il parla au nom de sa génération. Nous ne sommes pas des mendiants de l'aide. Nous sommes des fournisseurs de solutions. Investissez dans nos talents, pas dans nos larmes. À son retour, les médias locaux commencèrent à parler de lui. Bakary Sori, de l'esclavage à la réussite.
L'enfant vendu devenu patron à 15 ans. Mais il refusait toujours de donner des interviews longues. Il disait simplement « L'histoire n'est pas encore finie. Je n'ai même pas encore commencé. » Et pendant ce temps, dans un village du Nord, un vieil homme aux yeux fatigués lisait un article sur son téléphone usé. Karamoko Sédou sourit en silence. « Tu l'as fait, petit. Mais ce n'est que le début. » À 16 ans, Bakary n'était plus simplement un jeune entrepreneur prometteur. Il était devenu un symbole. Les écoles invitaient ses équipes pour des conférences. Des investisseurs ouest-africains commençaient à lui tendre la main. Et les réseaux sociaux relayaient ses citations comme celles d'un prophète des temps modernes. Mais dans le tumulte du succès, quelque chose manquait. Quelqu'un. Un matin d'harmattan, alors qu'il buvait du thé noir sur le balcon de son modeste bureau, une question l'assaillit avec violence. « Où est ma mère ?» Il n'avait jamais cherché à savoir. Par peur. Par rage. Ou simplement parce que survivre était plus pressant qu'aimer. Mais maintenant qu'il avait conquis sa dignité, il ressentait le vide du sang. Il confia ses doutes à Aïssatou, devenue presque une mère de substitution. Elle le regarda longuement, puis lui tendit une enveloppe. « Je savais que ce jour viendrait. Il y a un vieux marabout à Zangasso. Il affirme t'avoir vu tout petit. Va le voir. Peut-être qu'il connaît ton histoire d'avant l'histoire. » 2 jours plus tard, accompagné de Daouda, il prit la route de Zangasso, un village à la frontière du Mali. Là, dans une case au toit de paille, il rencontra le vieux Bala, aveugle, mais à la mémoire vive. « Ton front, ton menton. Oui, tu es le fils d'Awa. Une jeune fille fière, qui est tombée enceinte trop tôt. Ton père était un homme riche, marié ailleurs. Ils l'ont renié. Elle t'a gardé jusqu'à ses derniers souffles. Mais malade, sans aide, elle t'a confié à un homme du village. C'était Gora. » Bakary sentit son cœur se déchirer. Il avait porté une haine contre un homme, sans savoir que sa mère l'avait aimé jusqu'à l'ultime abandon. Il s'effondra en larmes. « Je croyais n'avoir jamais été aimé. Mais elle m'aimait. Elle m'a protégé en mourant. » Cette nuit-là, il dormit sur la tombe d'Awa, dans le petit cimetière de Zangasso. Et au matin, il fit une promesse au vent. « Tout ce que je construirai portera son nom. Awa Legacy. Pour qu'on n'oublie jamais que même ceux qui meurent pauvres peuvent donner naissance à des rois. » De retour à Kounfalé, transformé par la découverte de ses origines, Bakary n'était plus tout à fait le même. Quelque chose en lui s'était ancré profondément, une fierté filiale, une douleur précieuse. Il portait désormais une chaîne en bois sculpté, gravée du nom AWA, près de son cœur. Il convoqua une réunion avec son équipe. « Le charbon nous a nourris. Mais ce n'est qu'un commencement. Il est temps de rêver plus grand. Je veux bâtir une fondation, une école, une usine, un avenir pour ceux qu'on oublie. On l'appellera Awa Legacy. » Le projet démarra modestement, avec les bénéfices d'un nouveau contrat signé au Nigeria. Il loua un terrain abandonné à la périphérie de la ville, fit venir des maçons, des charpentiers, des bénévoles. L'objectif, construire une école gratuite pour orphelins et enfants des rues, avec cours, repas et formation professionnelle. Mais les obstacles ne tardèrent pas. Des responsables locaux véreux exigèrent des pots de vin. Des concurrents commencèrent à saboter ses livraisons. Des rumeurs circulaient. Ce garçon devient trop influ. Il faut l'arrêter. Bakary ne céda pas. Il lança une campagne en ligne, avec l'aide de Kwame, devenu maître des réseaux. Des vidéos montrant le chantier, les enfants, les sacs de riz transformés en briques. Rapidement, l'histoire de l'orphelin devenu bâtisseur fit le tour de l'Afrique francophone. Des dons affluèrent. Des artistes offrirent leur voix. Même une star ivoirienne vint poser la première pierre de l'école. On filma. On chanta. On pleura. Et un matin clair, sur les murs encore frais, fut apposée une plaque en bronze. AWA Legacy, l'école de ceux qu'on n'a pas choisis, mais qui choisiront leur avenir. Bakary, debout devant les enfants en uniforme jaune, déclara « Je ne vous promets pas la richesse, mais je vous promets la liberté. Celle de penser, d'agir et de ne jamais vous vendre pour un sac de riz. » Le tonnerre d'applaudissements résonna jusque dans les ruelles poussiéreuses du port. Il n'était plus seulement un commerçant. Il était devenu un leader. À 17 ans, Bakary vivait ce que beaucoup appelaient l'âge d'or de sa jeune entreprise. Bak Industries tournait à plein régime. Awa Legacy formait désormais une centaine d'enfants. Son visage apparaissait dans les magazines économiques africains, et ses discours étaient diffusés dans des lycées du Bénin jusqu'au Togo. Mais c'est souvent quand le ciel est clair que l'orage se prépare. Un matin de juillet, alors qu'il préparait un nouveau partenariat avec une société européenne, un email inattendu s'abattit sur son écran comme une lame glacée. Objet,
Gel de vos comptes pour suspicion de fraude fiscale. Bakary pensa d'abord à une erreur. Mais non. Un audit avait été déclenché par une plainte anonyme. Ses comptes étaient bloqués. Ses entrepôts inspectés. Ses partenaires internationaux mis en pause. Il se retrouva figé. Pris dans une guerre silencieuse qu'il ne comprenait pas encore. C'est Aïssatou qui lui révéla la vérité, lors d'une rencontre à huis clos. Tu as dérangé trop de monde, Bakary. Tu refuses de payer les pots de vin, tu aides les pauvres, tu inspires les jeunes. Ceux qui tirent les ficelles te voient comme un danger. Tu leur fais peur. La rage monta, mais Bakary l'étouffa dans sa gorge. Ils peuvent geler mon argent, mais pas mes idées. On survivra. Il mobilisa son équipe, liquida certains stocks pour payer les salaires. Il fit appel à un jeune avocat de la diaspora, aussi révolté que brillant. Et surtout, il réunit la presse. Sous les caméras, il déclara d'une voix posée. Si c'est un crime que de refuser la corruption, alors je suis coupable. Mais je ne me tairai pas. Mon peuple mérite la transparence. Mes enfants méritent l'espoir. Et ma mère mérite la vérité. La vidéo fit le tour de l'Afrique. Les soutiens affluèrent. Des activistes, des étudiants, des artistes, des anciens enfants des rues. Les réseaux dénonçaient une tentative de sabotage d'un modèle africain libre. Et face à la pression populaire, les accusations tombèrent, faute de preuves. Les comptes furent libérés. Les responsables du complot, identifiés. Ce jour-là, dans la cour de son école, Bakary leva les yeux vers le ciel brûlant et murmura. Ils ont tenté de m'étouffer. Ils ont oublié que je suis né dans la poussière. Et qu'on y apprend à respirer sans air. Après sa victoire contre l'injustice, Bakary devint plus qu'un entrepreneur. Il devint un symbole continental. Il fut invité à prendre la parole au Forum panafricain des jeunes leaders à Addis Abeba. Sur la scène, devant des centaines de jeunes venus du Maroc, du Rwanda, du Sénégal, et même de la diaspora, il raconta son histoire sans phare. J'ai été vendu pour un sac de riz. Pas pour de l'or. Pas pour des diamants. Du riz. Cela vous dit tout sur la valeur qu'on accordait à ma vie. Un silence lourd s'installa. Mais aujourd'hui, je vous dis ceci. Personne ne peut décider de votre valeur à votre place. Ni l'histoire. Ni la misère. Ni l'État. C'est à vous de l'écrire, chaque jour, dans la sueur, le combat et l'amour. L'assemblée éclata en ovations. Des larmes coulèrent. Des drapeaux se levèrent. Et sur Twitter, le hashtag Bakary Legacy devint viral. Mais derrière ce triomphe public, une idée le hantait. Combien d'enfants vivent encore ce que j'ai vécu, en silence? Alors, à peine revenu, il lança la plateforme Un nom, une voix, un programme panafricain de signalement des trafics d'enfants, financé par ses propres fonds. Grâce à une simple appli SMS, n'importe quel citoyen pouvait alerter sur une situation d'esclavage, d'abandon ou d'exploitation. En 6 mois, le programme permit de libérer 182 enfants et d'en réinsérer plus de 60 dans des centres éducatifs soutenus par Awa Legacy. Pendant ce temps, Bak Industries ouvrait une nouvelle unité de production au Ghana, tandis qu'un partenaire kényan développait une version locale de ses briquettes écologiques. Le feu qu'on avait allumé en lui à coups de douleur devenait une flamme qui réchauffait tout un continent. Mais Bakary ne se laissait pas envoûter par la célébrité. Il répétait souvent à ses collaborateurs « Je ne suis pas un héros. Je suis un survivant qui a choisi d'agir. Le vrai héros, c'est celui qui, sans nom, protège un enfant qu'il ne connaît pas. Voilà ce que je veux bâtir, une armée d'anonymes qui change le monde en silence. » À 18 ans, Bakary venait de poser la première pierre de son 5e centre éducatif, cette fois à Zindé, au Niger. Chaque centre portait un nom symbolique, résilience, courage, Awa, renaissance, et désormais, pacte de feu. Pourquoi ce nom? Demanda un journaliste curieux. Bakary répondit calmement. Parce que le feu m'a tout pris. Mais il m'a aussi forgé. Et aujourd'hui, je passe ce feu à d'autres, pour éclairer et non brûler. Ce centre n'était pas une simple école. C'était un lieu de transformation profonde. On y formait des jeunes ex-mendiants à la mécanique solaire, à l'informatique rurale, à la fabrication de prothèses avec du plastique recyclé. Un jour, un jeune garçon muet, retrouvé dans une décharge à Maradi, intégra le centre. Il ne parlait pas, mais dessinait. Des machines, des maisons, des inventions folles. Bakary décida de le prendre sous son aile. Il le surnomma « Petit ingénieur ». Tu n'as pas besoin de mots pour crier au monde ce que tu vaux. Ton esprit parle pour toi. Petit à petit, l'adolescent retrouva confiance. Et un jour, en silence, il offrit à Bakary une maquette, un bâtiment solaire en forme de flamme.
Dessus était inscrit en lettres rouges. Un pacte ne meurt pas, il se transmet. Ce jour-là, Bakary comprit que son combat n'était plus seulement contre la pauvreté ou la corruption. Il s'agissait de rebâtir l'imaginaire. Faire croire à des enfants abîmés qu'ils avaient le droit de rêver. De créer. D'inventer. Pas juste de survivre. Il organisa un « Festival des Invisibles », un événement itinérant où d'anciens enfants de la rue présentaient leurs œuvres, inventions, projets. Poèmes, robots, récits animés. Le monde commençait à avoir ce que Bakary avait toujours vu. Un continent plein de génies silencieux. Et au milieu de cette explosion de talent, dans un hangar rouge de Zindé, il prit la main du petit ingénieur et déclara « Toi aussi, un jour, on te vendra peut-être pour un sac de riz. Mais aujourd'hui, nous écrivons un futur où ce riz, c'est toi qui le cultiveras, le distribueras, et en nourrira des royaumes entiers. » À la veille de ses 19 ans, Bakary fut invité à recevoir un prix panafricain de l'innovation sociale à Dakar. Ce jour-là, il portait un grand boubou blanc brodé, les cheveux tressés avec soin, un sourire discret sur le visage. Mais dans la foule, une silhouette attira son regard. Un vieil homme, amaigri, à la barbe grise, aux yeux humides. Il leva un panneau de carton où était écrit « Bakary, je suis Gora ». Tout s'arrêta. Le sang de Bakary se figea. Le monde autour n'existait plus. Gora, l'homme qui l'avait vendu. L'homme dont le nom l'avait hanté. Qui avait réduit sa vie à un sac de riz. Pourquoi maintenant ? Murmura-t-il en descendant de la scène. Il fit face à cet homme que tant de nuits il avait rêvé de maudire. Tu m'as vendu comme un animal. Tu savais ce que tu faisais ? Gora, les genoux tremblants, s'inclina. Oui. Et je vis avec cette honte chaque jour. Mais je viens sans excuse. Je viens te dire que je sais qui tu es devenu. Et que ce que j'ai détruit, tu l'as reconstruit 1000 fois. Et si tu me frappes maintenant, je ne résisterai pas. Autour d'eux, le silence était lourd. Les caméras s'approchaient. Mais Bakary, la gorge serrée, se tourna vers la foule. Je ne suis pas là pour punir les hommes. Je suis là pour mettre fin au système. Aujourd'hui, je brise cette chaîne. Pas pour lui, mais pour moi. Pour qu'aucun enfant n'hérite de ma colère. Il posa sa main sur l'épaule de Gora, le regard droit, et déclara « Je ne t'oublierai pas, mais je ne te haïrai plus, car ma haine ne construira jamais d'école. » Les réseaux explosèrent. Des artistes chantèrent l'instant. Les médias parlèrent du « pardon le plus fort du siècle ». Mais pour Bakary, ce n'était pas du spectacle. C'était le sommet de son combat intérieur. Il n'était plus un survivant. Il était un homme libre, jusque dans son âme. Et cette nuit-là, il écrivit dans son journal « On m'a volé mon enfance, mais j'ai choisi ce que je ferai de ma vie. Et dans cette vie, je ne veux ni chaîne, ni vengeance. Je veux des clés. Et des ponts. » Quelques semaines après son retour du Sénégal, Bakary annonça un projet qui fit frémir tout le continent. La construction d'un pont éducatif numérique panafricain, baptisé Awa Connect. Ce ne serait pas un vrai pont en béton, mais un réseau numérique, ouvert, multilingue, qui relierait les enfants des rues, les orphelins, les élèves défavorisés d'Afrique aux ressources éducatives gratuites, aux mentors volontaires, aux opportunités de stage, de bourses et de rêves. Nous ne voulons plus qu'un enfant intelligent meure en vendant des cacahuètes pendant que les fils des puissants dorment dans des écoles privées à 2000 $. Ce pont-là ne s'effondrera pas. Il sera fait de volonté et de Wi-Fi. Le projet attira l'attention des Nations Unies, de l'Union africaine, mais aussi de géants du numérique qui proposèrent des partenariats. Bakary refusa toute mainmise étrangère. Ce projet est pour l'Afrique, par l'Afrique. L'avenir ne s'achète pas en actions, il se bâtit en dignité. Avec l'aide d'anciens enfants formés dans ces centres, il lança la première version d'Awa Connect. Des milliers d'élèves y accédèrent dès les premières semaines. À Ouagadougou, une fillette de 10 ans créa un jeu éducatif sur les proverbes africains. À Kisangani, un garçon de 14 ans écrivit un poème viral sur la liberté. À Abidjan, un jeune sourd-muet conçut un traducteur vocal en langue des signes. Bakary souriait en silence. Le feu prenait. Mais cette fois, il illuminait. Une nuit, sur le toit de son centre à Gao, il regardait les étoiles aux côtés de Daouda, son fidèle ami de toujours. Tu te souviens quand on volait du pain derrière la gare ? Oui. Et maintenant, tu bâtis des écoles pour que d'autres n'aient plus à voler. Tu penses qu'on peut vraiment changer l'Afrique ? Demanda Bakary. Daouda lui tendit un vieux sac de riz vide, encadré. Tu l'as déjà fait. Tu l'as transformé en pont. Ils rirent, pleurèrent, puis regardèrent le ciel où la voie lactée brillait comme un chemin encore à tracer. Pour ses 20 ans, Bakary fut invité à l'Union africaine à Addis Abeba, non plus comme témoin,
mais comme intervenant principal lors du sommet de la jeunesse et de l'innovation. Autour de lui, des chefs d'État, des ministres, des experts. Lui, il arriva en tenue traditionnelle du Mandé, un simple bracelet d'enfant tressé au poignet, et le même regard que le garçon de la gare. Je ne suis pas là pour flatter. Je suis là pour rappeler. Un continent qui vend ses enfants est un continent qui creuse sa propre tombe. Et un continent qui écoute ses enfants bâtit des empires sans chaîne. Il raconta sans filtre son histoire. Le sac de riz, la douleur, la colère, le choix du pardon, l'élévation par la connaissance, et la révolution du pont éducatif. L'assemblée fut frappée, silencieuse, puis debout. Des présidents l'applaudirent. Une motion fut votée à l'unanimité pour intégrer Awa Connect dans les programmes éducatifs régionaux. Mais ce n'était pas le sommet qui marqua le plus Bakary. Ce fut ce petit garçon, perdu dans la foule, qui lui tendit un papier. Moi aussi j'ai été vendu. Mais grâce à toi, je crois encore en demain. Bakary se pencha, le serra contre lui, puis lui chuchota. Alors construis-le, ce demain. Et n'attends pas qu'on t'y invite. Prends les clés. Ouvre la porte. Ce soir-là, devant les caméras du monde entier, Bakary déclara « Je suis né sans nom. Mais aujourd'hui, je suis un nom que personne n'oubliera. Pas pour ma gloire, mais pour celle des enfants qu'on n'entend pas. Car je suis eux. Et eux sont l'Afrique. » Bakary, désormais connu dans toute l'Afrique sous le nom de l'Orphelin de Feu, venait de lancer la fondation Awa Future Lab, un réseau de centres de recherche pour jeunes défavorisés à travers le continent. Là, on n'enseignait pas seulement à apprendre, on y apprenait à inventer. Des jeunes de N'Djamena travaillaient sur des drones pour irriguer les terres sèches. Des adolescentes de Bamako développaient des applications de santé en langue locale. Des enfants de Goma recyclaient des métaux de guerre en instruments de musique. Le continent reprenait ses rêves en main. Mais Bakary savait que la véritable bataille n'était pas dans les labos. Elle était dans les mentalités. Il lança alors une campagne continentale de sensibilisation appelée « Tu n'es pas à vendre ». Des affiches montrant des enfants avec des codes-barres rayés. Des clips montrant la dignité restaurée. Des messages dans les langues locales « Je suis une vie, pas une marchandise ». Les gouvernements furent secoués. Les ONG se réveillèrent. Et dans les villages, on commença à cacher les enfants des trafiquants, non plus par honte, mais par résistance. Un soir, alors qu'il visitait un ancien marché d'enfants transformé en bibliothèque à Kano, Bakary lut une inscription gravée dans le mur. Ici, on vendait l'avenir. Maintenant, on y plante des étoiles. Il resta là, en silence. Le garçon sans nom. Le jeune mendiant. Le fil de la poussière. Il avait inversé le cours de sa destinée. Mais il savait que le vrai succès n'était pas d'être devenu milliardaire. C'était d'avoir semé des graines d'espoir qu'il ne verrait peut-être jamais éclore. Il déclara à la presse ce jour-là. « Je suis riche, oui, mais pas de chiffres. Je suis riche des regards qu'on ne baisse plus, des enfants qu'on ne cache plus, et du monde qu'on réécrit à force de refus et d'amour. » Le jour de ses 21 ans, Bakary se rendit à Dienaba, son village natal, pour la première fois depuis sa vente. Ce sol rouge, cette poussière, ces cases de terre, il n'y revenait pas en visiteur. Il y revenait en bâtisseur. Là où l'on l'avait vendu pour un sac de riz, il posa la première pierre de l'université Awa, une école de leadership, de technologie et de guérison intergénérationnelle. Les anciens du village s'inclinèrent. Des tambours résonnèrent. Mais ce qui marqua tous les cœurs, ce fut la scène finale. Bakary s'avança au centre du terrain, et à côté d'un arbre géant, il enterra le sac de riz, le vrai, jauni, froissé, conservé toutes ces années. Il déclara, d'une voix calme. « Ce sac m'a ôté un nom. Aujourd'hui, je l'enterre pour que d'autres enfants ne portent plus ce fardeau. Ici, poussera un arbre de lumière. Et qu'importe combien de tempêtes il affrontera, il rappellera toujours qu'un enfant, ça ne se vend pas. Ça s'élève. » Le silence fut sacré. Puis une enfant du village vint déposer un petit livre sur la tombe du sac. Dessus, en lettres tremblantes. Bakary. Le feu qui a refusé de brûler. Et a choisi d'éclairer. Ce soir-là, le monde entier assista à la cérémonie. Les médias, les artistes, les anonymes. Et sur les toits d'Afrique, dans les coins les plus oubliés, des enfants chuchotèrent son nom comme une prière. Pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il avait rendu la richesse accessible à ceux qui n'avaient rien que leurs rêves. Et ainsi s'achève l'histoire du garçon vendu pour un sac de riz. Devenu une légende vivante, un architecte de justice, et le père d'une Afrique qu'on n'ose plus trahir.